la conférence de Leïla Terrier. Donc avant qu'elle commence, je voudrais juste la présenter. Donc Leïla est une des premières bénévoles de l'association Paris-Montagne. Donc elle a commencé il y a à peu près 9-10 ans et on est très content aujourd'hui de la voir parmi nous et elle continue donc d'œuvrer pour l'association. Et aujourd'hui, Leïla va nous présenter donc, une conférence sur l'immunologie, une science métaphorique. Elle vient de monter une unité de recherche, un laboratoire à l'Institut Curie. Voilà, Leïla. Merci Camille. À Paris-Montagne, on a toujours cherché à illustrer la recherche en train de se faire. Du coup, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Dans mon laboratoire, on travaille donc sur l'immunologie et plus précisément sur la différenciation des cellules immunitaires, avec un aspect théorique et expérimental. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous pas des résultats finis ou une introduction sur l'immunologie, mais plus un travail que je suis en train de faire. Et je suis très contente que vous participiez. Et c'est une approche qui est un peu différente des approches habituelles. Donc n'hésitez pas, c'est la première fois que je présente ce travail, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions s'il y a des choses pas claires ou si vous avez des questions ou des choses qui vous passent par la tête. Donc le titre, c'est donc l'immunologie, une science métaphorique. En fait, je commence par une définition. Donc une métaphore consiste par un remplacement d'un mot ou une autre phrase. Et c'est souvent utilisé comme une comparaison implicite, c'est une figure de style français. Et que donc en fait ce mot, cette phrase est emprunté à un autre champ de connaissance ou d'action et il sert à illustrer notre propos. Souvent on a par exemple cette phrase de Prévert, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête. Je pense que c'est assez figuratif ce qu'il veut dire sur le fait que sûrement ce sont des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup et qui n'ont pas de cheveux à l'intérieur de la tête. Du coup, pour commencer, je voudrais commencer par faire une expérience avec vous. C'est reproduire une expérience d'un papier qui est sorti dans le journal PLOS ONE en 2011. Donc l'idée c'est de lire ce texte en anglais. Donc je sais pas si, est-ce que tout le monde parle anglais et peut lire l'anglais ou il faut que je traduise en français? Si vous avez une objection, criez. Ok, donc je traduirai. L'idée c'est que vous lisez le texte et vous choisissez soit le premier mot avant le slash, soit le deuxième mot, et pareil pour la deuxième fois. Donc vous pouvez lire le texte et après je traduirai en français pour les autres. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit traduit en français, genre j'ai entendu un oui, d'accord. Donc le crime est donc soit une bête sauvage menaçant ou un virus infectant la ville de Addison. Donc le taux de criminalité dans cette ville qui a été autrefois paisible, merci, a augmenté de manière stable à travers les 3 dernières années. Dans les faits, aujourd'hui, le crime menace ou nécrose chaque... merci, sinon on fait une traduction participative. En 2004, 46 077 crimes ont été reportés. En comparaison, il y en avait maintenant 55 000 en 2007. L'augmentation de la violence est particulièrement alarmante et en 2004, il y avait 330 meurtres dans la ville et en 2007, il était déjà à plus de 500. Donc maintenant, je vous demanderai de réfléchir dans votre tête, de répondre à ces 2 questions. Dans votre opinion, qu'est-ce que Addison va faire pour réduire ce crime? Et essayer de réfléchir à quels sont les arguments dans le texte qui ont influencé votre décision. Tu veux répondre ou tu veux proposer une idée? Attends, 2 secondes. C'est bien, on a une idée. Ok, bah du coup, vas-y, je t'en prie. Voir ce qui s'est passé aux alentours de 2004. D'accord. Qui aurait pu créer ce genre d'augmentation.
quelqu'un d'autre a une autre proposition? Mettre plus de policiers dans la ville. Mettre plus de policiers. Améliorer l'éducation. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait savoir si la population de la ville elle a augmenté au cours du temps ou pas? C'est une bonne question, mais je n'ai pas cette information. Bon, alors du coup, moi j'avais classifié les deux types de réponses, soit des réponses qui, pour traiter, j'ai écrit en anglais, je suis désolée, donc améliorer le système éducatif, améliorer le système de santé, faire de la prévention. Donc tous c'est des mesures qui essayent de s'attaquer aux causes ou de manière punitive. Donc merci d'avoir dit augmenter le nombre de policiers, renforcer les lois de prévention de punition de la criminalité, augmenter la place dans les prisons. Donc il y a vraiment ces deux types de réponses et du coup ils ont fait cette expérience sur les individus, mais eux ils n'étaient pas comme vous, ils n'avaient pas le slash, ils voyaient soit le vocabulaire en rapport avec la bête, soit le vocabulaire en rapport avec le virus. Donc voici les résultats. Ils ont interrogé 200 personnes au total. Donc quand il y a le vocabulaire lié à la bête, presque 80% des gens proposent des méthodes punitives, donc l'usage de la police, des prisons, alors que si on utilise un vocabulaire lié au virus, il y a un écart, mais il est beaucoup moins fort entre le fait de vouloir punir ou traiter. Donc la conclusion de ce papier, et je pense que le commentaire sur la taille de la population, on pourra y revenir après, c'est une bonne question. Je crois qu'à partir de ce texte, on voyait que le fait que les gens soient exposés à un vocabulaire lié à une bête ou à un vocabulaire lié à une bête menaçante ou à un virus changeait la manière dont ils voyaient la politique qui devait être prise. Donc tout ça, quel est le rapport avec la science? Dans cet article, ils essaient d'illustrer qu'en fait les mots qu'on utilise influencent beaucoup la manière dont on pense et les décisions qu'on prend. Et en science, on fait de la recherche, on fait des observations, des expériences, mais aussi on passe beaucoup de temps à écrire des articles, à écrire du texte, à mettre des mots sur ce qu'on est en train de faire. Donc il y a tout un champ de la recherche qui est en rapport avec la philosophie des sciences et qui analyse les mots qu'on utilise et qui montre que ça a une influence assez forte sur la manière dont on fait de la recherche. Donc les mots qu'on choisit influencent la manière dont on pense et dont on communique à propos de la science. Et c'est particulièrement vrai en biologie, parce que quand on pense aux maths, on a des équations. On pourrait avoir un grand débat sur est-ce qu'il y a des métaphores ou des choses implicites dans les équations. Mais bon, les mathématiciens tendent à dire que c'est plus explicite. Par contre, en biologie, on utilise énormément de mots, donc on parle tout le temps, on décrit tout le temps les phénomènes en essayant de mettre des mots. Donc quand on utilise ces mots, on y met un sens et souvent, on ne décrit pas les phénomènes biologiques avec des nouveaux mots qu'on inventerait, on emprunte des mots qui sont utilisés dans le langage courant. Donc avec eux, on emmène toute une partie des sens qui viennent du langage courant. Donc pour parler de ce qui m'intéresse, le système immunitaire. Donc je ne vais pas faire une introduction sur le système immunitaire, et si vous êtes intéressé, il y a des très bonnes conférences en ligne et vous pouvez aussi lire des livres et Wikipédia. Mais en fait, le système immunitaire est d'habitude décrit comme un ensemble, composé d'un ensemble de cellules assez diverses, c'est ça qui fait la complexité de ce système, donc j'ai mis les acteurs ici, et qui sont répartis dans presque tous les organes du corps humain et concentrés dans des organes particuliers qui sont les organes lymphoïdes, donc les ganglions, la rate, le thymus. Et d'habitude, quand on parle du système immunitaire, j'imagine que vous avez déjà eu affaire à ça, il y a une métaphore, donc un champ lexical dominant qui est partout, le système immunitaire est là pour défendre l'organisme contre les infections, contre les virus. Donc on décrit le système immunitaire par sa fonction, par ce qu'il fait, et je vous défie de trouver facilement des communications grand public ou scientifiques où il n'y a pas l'usage de cette idée de l'armée ou de la défense que j'ai illustrée par les images en haut.
Et en fait, cette métaphore guerrière, je dirais, ou policière, elle existe pas seulement dans la partie communication avec le grand public, mais aussi dans la partie scientifique. Donc les chercheurs entre eux utilisent ce vocabulaire, cette métaphore entre eux. Par exemple, ici, il y a des couvertures de journaux qui décrivent le système militaire. Donc ici, ça a été fait par un de mes collègues aux Pays-Bas à l'époque où je travaillais là-bas. On a des cellules cancéreuses représentées avec le cancer et des cellules immunitaires ici en bleu, les lymphocytes, qui ont une épée et font la guerre au cancer. Pareil ici, dans cette revue d'immunologie, les chevaliers qui font la guerre. C'est pas seulement utilisé dans les illustrations, les images, mais aussi dans les textes. Donc, je suis désolée, c'est encore un texte en anglais, ça vient du laboratoire où je travaillais. Donc le titre lui-même, c'est les cellules, les lymphocytes et mémoires résidant dans la peau déclenchent un état tissulaire d'alerte contre les pathogènes. Donc rien que les mots trigger, alerte et pathogène sont déjà connotés dans cette métaphore guerrière. Et si on regarde juste le résumé de l'article, on voit qu'il y a les mots contrôler l'arme d'infection, que les lymphocytes sont là pour protéger le système immunitaire. Donc tout le vocabulaire qui est utilisé à propos des cellules immunitaires est toujours en rapport avec cette question de la protection et de la défense contre les pathogènes. Toujours pas de questions? Ok. Ce qui se passe, c'est que oui, la première chose, c'est d'où vient en fait d'où vient cette métaphore en fait? Comment ça se fait que ce domaine soit si marqué par cette métaphore guerrière? Et en fait, c'est assez lié avec la théorie qui est dominante en immunologie. C'est la théorie qu'on appelle du soi et du non-soi, qui date des années 1930. L'idée, c'est que le système immunitaire va déclencher une réponse immunitaire. Il va répondre quand il reconnaît du soi, il ne fait pas de réponse immunitaire, et quand il reconnaît du non-soi, donc comme un virus ou une bactérie, il déclenche une réponse immunitaire. Donc l'idée, c'est que c'est pas seulement la guerre, mais c'est aussi la guerre contre ce qui n'est pas nous. Donc du fait de cette théorie, c'est très très lié cette idée de c'est la défense contre le non-soi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette théorie a trouvé ses limites et on a du coup ça ces dernières années et ça trouve aussi ses limites dans les métaphores. Donc je vous ai cité quelques exemples. On a des bactéries dans nos intestins, on en a plus que nos cellules. Avec ces bactéries, on n'est pas en guerre. Certains sont en symbiose avec nous et transforment des aliments pour nous. Comment décrire l'interaction de ces bactéries avec le système immunitaire? C'est pas aussi simple que c'est la paix, il n'y a pas de réaction immunitaire. Il y a des réactions immunitaires constantes contre les bactéries dans les intestins. Elles ne résultent pas forcément en une guerre ou une destruction des bactéries. Il y a ce qu'on appelle des réponses qui sont ensuite régulées. Donc il y a eu des réponses, ça reconnaît les bactéries, mais ça se régule soi-même et ça n'entraîne pas la destruction de ces bactéries. Pareil, si on pense à la grossesse, la question c'est est-ce que le fœtus, est-ce que c'est pas vraiment du soi ou du non-soi, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas rejeté si c'est un intrus, et on va vraiment dire que c'est non plus la même personne que la mère, qu'ils n'ont pas les mêmes gènes. Enfin, il y a beaucoup de débats sur cette question, mais c'est aussi un point où en fait il y avait très très peu de recherches pendant des années sur les interactions entre le fœtus et le système immunitaire de la mère. On considérait que les mères avaient leur système immunitaire diminué, donc elles avaient moins de réponse immunitaire, ce qui leur permettait de ne pas évacuer le fœtus, on va dire, de ne pas détruire le fœtus. On a quand même depuis montré que les femmes enceintes avaient une activation du système immunitaire qui était très élevée en général. Donc on n'a pas encore complètement résolu cette question. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est que ces dernières années, on parle beaucoup d'auto-immunité. Donc qu'est-ce que c'est que l'auto-immunité? C'est son système immunitaire qui répond contre les cellules de l'organisme, les détruit, et du coup on développe des pathologies comme la maladie de Crohn où les cellules des intestins sont détruites par ses propres cellules immunitaires. L'allergie est un autre exemple. Et moi, là ça serait une hypothèse que je vous proposerais parce que je ne l'ai pas démontré, mais j'ai eu l'impression qu'en fait pendant des années, l'immunologie est restée bloquée
du fait de cette théorie du soi et du non-soi et de la métaphore guerrière, sur cette idée qu'on était en combat, et du coup on avait beaucoup de mal à comprendre l'auto-immunité, et même je pense que des fois ça nous a retardé dans notre découverte de possibilités de traiter certaines pathologies. Donc là, un exemple, depuis quelques années, pour traiter certaines maladies auto-immunes, on infecte des gens avec un autre parasite. Donc par exemple, pour les maladies auto-immunes intestinales, on fait manger aux gens des vers qui deviennent des parasites, et du coup, ça guérit de leur auto-immunité. Donc c'est assez surprenant. Quand on y pense, c'est plus une question de guerre où on utilise les armes de l'ennemi. Je ne sais pas quelle métaphore on aurait utilisée à ce moment-là. Et ça a mis très longtemps à se développer. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est qu'en mangeant des parasites, ou en ayant des parasites, on a une réponse immunitaire qui est déclenchée contre ces parasites. Mais comme le parasite reste très longtemps, à terme, la réponse immunitaire est régulée négativement, elle est abaissée pour éviter que tout l'organisme soit détruit. Et en fait, on utilise ce mécanisme-là qui marche bien pour la réponse aux parasites pour éteindre les réponses immunitaires qui sont responsables de l'auto-immunité. Donc des gens qui avaient une maladie auto-immunitaire, quand on déclenche une réponse régulatrice par des parasites, du coup, ça soigne leur auto-immunité. Pour le cas du cancer, c'était aussi assez compliqué d'un point de vue théorique, par rapport à la théorie du soi et du non-soi, de se dire qu'on a des cellules de notre organisme, donc classifiées comme soi, qui d'un seul coup deviennent cancéreuses, et du coup, est-ce que le système immunitaire y répond ou pas? Donc pas mal de gens pensaient que la manière de soigner ça, c'est de considérer que comme elles ont muté, les cellules cancéreuses, elles sont plus exactement comme le soi. Mais on a quand même pendant longtemps pensé, du coup, on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de réponse à ce moment-là immunitaire et qu'on n'éliminait pas les cancers. Et j'ai l'impression qu'on a tourné longtemps autour du pot et on n'a pas vraiment résolu toutes ces questions-là. La seule avancée récente, qui je pense qui d'un point de vue conceptuel est intéressante, c'est les anticorps utilisés dans l'immunothérapie. Donc ces anticorps, leur rôle c'est de lever le frein. Donc en fait, on sait qu'il y a des cellules immunitaires qui pourraient répondre au cancer, mais en fait, a priori, elles ne répondent pas aux cellules cancéreuses, donc on a levé elles ont un frein, donc elles sont bloquées, elles ne peuvent pas répondre au cancer. Et si on leur met une substance pharmaceutique, donc des anticorps, qui enlèvent ce frein, à ce moment-là, elles se mettent à répondre aux cellules cancéreuses et à détruire ces cellules cancéreuses. Voilà. Donc, pour moi, on a quand même arrivé à un point où on sait quand même maintenant, je pense depuis 20 ans, que cette vision de la guerre ou de la police dans le système immunitaire n'est pas vraie partout. Pourtant, elle est toujours là, la métaphore, et elle n'est pas partie. On parle toujours du système immunitaire comme ça. Dans ces domaines-là, on a commencé à utiliser d'autres métaphores. Donc, par exemple, la métaphore écologique. Donc, penser l'interaction des bactéries dans l'intestin et de l'organisme comme un écosystème, pour essayer de réfléchir un peu différemment. Mais cette métaphore-là est très, très minoritaire toujours. Ensuite, lié aux ordinateurs, il y a beaucoup de métaphores qui se développent sur l'information, les réseaux, donc dire que les cellules font des calculs et qu'elles intègrent des signaux et qu'elles interagissent avec d'autres cellules. Et aussi, j'ai trouvé des métaphores cognitives, donc la cellule reconnaît, elle répond, elle sense, elle sent. Donc, comme la manière dont on se voit le cerveau, notre cognition, on applique ça aux cellules. Mais toujours est-il que, quoi qu'on en dise, et je ne pense pas que les immunologistes le nieraient, on utilise toujours la métaphore guerrière comme dominante. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans mes recherches, c'était de penser que si on n'avait pas de nouveaux mots, une diversité de métaphores, donc une diversité de vocabulaire, finalement, on réduisait la possibilité de ce qu'on voulait et ce qu'on pouvait, les questions qu'on pouvait poser et les champs qu'on pouvait, et donc on se limitait dans nos découvertes aussi. Du coup, l'idée ces dernières années, c'était de développer des outils qui pourraient nous aider à sortir de ces métaphores, à en trouver des nouvelles. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai tous donné une feuille. Je pense que vous avez tous une feuille et un stylo. Si vous n'avez pas,
j'ai le temps d'en récupérer. Je voulais vous proposer de faire un des exercices qu'on utilisait, que j'ai appelé penser en image. Donc l'idée c'est qu'on va tirer un mot au hasard, on le dessinera, quelqu'un tirera un autre mot, on le dessinera, puis après on pourra comparer le dessin. C'est clair? Je propose que vous montriez votre dessin pour moi à moi, après entre vous aussi. Il veut montrer son dessin sur YouTube. Tu peux bouger le... Vas-y, passe. C'est le caddie. Au limite, tu passes le caddie devant. Là. Ouais, je dis ça c'est bien. C'est une grande taille. Ça, c'est le caddie. Du coup, je vois beaucoup d'îles, des bateaux. Oui, c'est sûr. J'ai mélangé des mots qui n'ont rien à voir avec l'image. Oui, une archipel. Retournez votre feuille comme ça, Livio peut voir. C'est ça que toi et moi, on peut plus. Les avancer. Moi, j'ai plus ma culture. Ouais. Sentir. Sentir. Aïe. Toi. Il est défendu. Sans le truc. Il y a un le il est pas là. Il y a des petits mots. Si vous avez fini, vous pouvez me montrer vos dessins. Pas mal de nez, ça. Des fleurs. Qu'est-ce que c'est, un nez? Un nez, enfin. Un nez, ok, pardon. Ça sortir par le nez, sortir sur la peau. Ah, mince. Ah ouais, c'est pas mal. Une main, donc il y a un nez, une main, une fleur. Ah, Chanel.
faites le truc dans l'autre sens encore. Ok, et du coup, dernier mot, c'est moi qui l'ai tiré, je le dis. Récepteur. Ouais, c'est ça. Tu des cours de fais genre des récepteurs comme ça. Ah non, moi j'ai une idée. C'est bon? Montrez votre œuvre d'art. Ah. On voit les scientifiques quand même. On va entre les sons. Donc on a peut-être des humains. Humains. On a ce qui ressemblerait à ce que j'ai fait, des membranes de cellules et de cellules. Ça serait la vision classique de la biologie, c'est ça que j'ai mis. Un téléphone, une télé, une radio. J'ai vu un alien là-bas, c'est ça? Deux personnes avec des flèches. Hervé, c'est quoi? C'est un circuit électrique. La planète Terre, c'est d'accord. Pourquoi pas? Une antenne, je vois là. Un petit walkie, c'est ça? Téléphone. Là-bas. Un radar, un baladeur, de la musique. Après, c'est trop long pour moi. Ce qui est marrant dans celui-là, c'est qu'il y a l'utilisation du mot récepteur à l'écran, donc tous les objets qui reçoivent des ondes d'une autre, et une autre partie de la salle a fait la représentation classique de la biologie d'un récepteur moléculaire sur la cellule. On voit vraiment que là, du coup, le mot a pris deux sens assez différents, et en fonction de si on connaît le sens biologique ou pas, on ne fait pas forcément la même chose. Du coup, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cet exercice? C'était pour illustrer plusieurs choses à la fois. C'est que déjà, pour un même mot, on peut avoir plusieurs représentations, il y a une diversité de représentations. Il y a quand même certains mots qui sont connotés très fort et où tout le monde fait à peu près la même chose. Ça dépend de comment ils sont utilisés. Et aussi, c'est difficile de s'extraire, en tout cas dans un jeu rapide comme ça, c'est difficile de s'extraire des représentations classiques. Enfin, pour avoir l'imagination et penser différemment, il faut avoir plus de temps. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Est-ce que vous avez des choses à dire? Structuré par sa culture. Exactement, ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque parce que du coup on est assez homogène ici, je dirais. Mais peut-être qu'en Asie, il ferait des schémas très différents. Je pense que, ou en Afrique, où on peut avoir des schémas très différents. Donc c'est clair que la culture et la société dans laquelle on vit fait qu'on a des représentations très fortes. Du coup, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cet exercice? Ça fait partie de l'exercice qu'on avait fait
avec un groupe de gens dans un workshop, on essayait de penser à d'autres démarches de recherche qui permettraient de renouveler le vocabulaire et les images qu'on associe à notre pratique de recherche. Donc c'était un workshop de travail pendant une semaine avec des artistes et des scientifiques sur le thème de l'immunologie. Et on a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de réfléchir aux représentations. Et on n'a pas... Donc, là, aujourd'hui, on a fait des représentations en dessin, ce qu'on a fait aussi pendant le workshop. On a aussi fait essayer de représenter physiquement les choses et les vivre. Donc, c'est l'image qu'on voit à droite, où on essaie d'illustrer les... alors, chacun, moi, j'y vois des repliements de protéines. Il y en a qui voient des réseaux d'interaction entre les gens, là-haut. Je ne sais pas si vous voyez très bien, du coup, ce qu'on voit de lumière. On a passé beaucoup de temps à discuter sur les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Voilà, donc du coup, on continue ce travail avec ce groupe et d'autres gens pour réfléchir aux métaphores qui sont utilisées en immunologie avec différents regards, croiser nos regards et ça nous, en tout cas d'un point de vue personnel dans ma démarche de recherche, ça me donne beaucoup de recul par rapport aux mots qu'on emploie et leur représentation, est-ce que ça veut dire. Et donc j'espère, en faisant ce travail, arriver à avoir dans ma tête une diversité de représentations pour pouvoir utiliser celle qui peut me servir pour penser à un moment donné, mais aussi pour communiquer avec les gens. Pour moi, je le vois, il y a deux choses différentes. Les mots et les métaphores qu'on utilise pour réfléchir aussi, et celles qu'on utilise pour communiquer. Celles qu'on utilise pour communiquer, on utilise bien sûr des métaphores qui frappent les gens et marchent bien, dont on se souvient. Pour penser, on a un peu plus de liberté par rapport à ça. Voilà, du coup, pour conclure, je voulais, par cet exposé, pas vous présenter l'immunologie que l'on voit tous les jours, mais montrer que derrière la recherche qu'on fait, il y a aussi une sorte de méta-recherche ou l'autre type de recherche sur les mots et les concepts, et que c'est important de réfléchir à quel mot et quel concept on utilise dans notre recherche, parce que ça influence nos résultats et la manière dont on fait de la recherche. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des critiques? L'essentiel de la communication aujourd'hui scientifique se fait en anglais. L'anglais conduit une démarche de représentation, une certaine démarche de communication, parce que justement le fait de présenter, d'éditer, de publier systématiquement en anglais n'est pas une fermeture dans la logique scientifique. Je pense que ça joue et il y a quand même pas mal de gens qui militent pour maintenir une diversité de langues dans les revues. Bon, après, en pratique, dans le laboratoire, les gens parlent toujours plusieurs langues. Et on voit, des fois, ils alternent entre... Par exemple, en France, on va parler anglais, français, mais des fois, si on parle plusieurs langues, c'est pratique de pouvoir utiliser le champ lexical de plusieurs langues, je suis d'accord. Et en plus, il y a une grosse différence du fait que ce soit l'anglais entre ceux dont c'est la langue natale ou pas. Par exemple, si on prend un mot en anglais, ce que je vais projeter sur ce mot est assez différent de ce qu'un Américain ou même un Anglais vont mettre avec ce mot, parce qu'on ne comprend pas avec autant de nuances que... Mais je suis d'accord avec vous et voilà, par exemple, quand on faisait ce workshop, il y avait plein de nationalités différentes, on n'arrêtait pas de switcher entre les langues. Est-ce que vous avez conscience que, en fait, des interactions qu'il y a entre l'anglais et le français, ce qui fait qu'à différentes reprises, vous avez fait des traductions qui sont en réalité approximatives et incorrectes en français, si on prend le vrai mot français, parce que les mots sont proches. Et donc, ça risque là, par exemple, à l'instant, vous venez de parler de langue latale, mais par de langue maternelle en français. Je suis en train de donner l'exemple. Non, mais c'est très important, parce qu'en fait, quand vous dites que pour pouvoir se comprendre, il faut avoir des définitions précises, or le vocabulaire que vous employez est flou, parce que vous passez d'une langue à l'autre en ne vous rendant pas compte. On comprend bien sûr, mais qu'en vérité, le mot, quand vous traduisez d'anglais en français, en vérité, il n'existe pas, et il n'est pas pris en sens. Moi, c'est une vraie difficulté d'avoir passé 4 ans à l'étranger. Du coup, dans ma tête, les deux langues se sont mélangées, principalement en sciences. Ça devient vraiment très difficile de pouvoir parler en français scientifiquement. Donc, on voit vraiment l'hégémonie de l'anglais, et du coup, après, on fait du franglais ou du... Ce sont des glissants parce que les mots se ressemblent. Quand vous dites langue natale, on comprend ce que ça veut dire, alors qu'en français, ça n'existe pas, cette expression.
mais on le comprend. Et donc on est dans l'approximation permanente parce qu'on utilise un vocabulaire qui n'est pas pris dans le sens qu'on aurait si on prenait un dictionnaire et cherchait les définitions. Oui, et je pense que c'est aussi une particularité de la biologie, je dirais. Par exemple, si on pense aux sciences sociales et humaines, il y a une attention qui est accordée à la langue et les mots qu'on utilise qui est beaucoup plus grande qu'en biologie. Donc, clairement, je pense qu'en biologie, on a gagné en précision de mots, mais beaucoup de biologistes rejettent cette idée en disant non, mais moi je sais de quoi je parle, j'ai pas besoin de définir précisément un récepteur, on sait ce que c'est. C'est bien, parce que si la personne elle parle pas pour se comprendre elle-même. Parler, c'est pouvoir échanger, et si on veut être compris par l'autre, justement, on peut être compris que si on emploie un vocabulaire qui est commun et donc qui est précis. Je suis d'accord avec vous, j'ai convaincu, mais je dirais que c'est une minorité dans la biologie. Je tiens à le souligner pour les gens ici. Oui. Est-ce que vous vous intéressez, parce que là c'est très orienté la science pour la science, et est-ce que vous vous intéressez justement aux erreurs, enfin, pas nécessairement les erreurs, mais les concepts utilisés en science qui ont des implications sociales? En l'occurrence, pour ce qui est de la science, l'exemple le plus flagrant, c'est justement la reproduction. Et à quel point comment c'est décrit en fait, qui est extrêmement sexualisé et qui a lieu d'être, mais pas nécessairement de la manière la plus commune. Je vais parler de l'immunologie parce que je connais mieux, mais ce qui est marrant avec l'immunologie, c'est que le mot immunité vient du droit, il a basculé dans la science, il a pris un sens très différent finalement. Le mot immunité, immunité parlementaire. Et du coup, maintenant, on voit repartir dans ce sens immunité comme le système immunitaire dans la société. Donc, on va dire il faut immuniser la société contre, je sais pas, la racaille. On va utiliser ces mots. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse vachement de regarder parce que finalement, dans ces glissements entre l'usage scientifique et l'usage dans la société, ça fait ressortir des traits assez caricaturaux des deux, mais c'est aussi des endroits où on peut vraiment pointer les incohérences, je trouve. Donc cet échange-là pourrait être intéressant. Et surtout, c'est pas seulement intéressant pour penser, en tout cas la recherche, c'est aussi qu'en termes de santé publique, ça a des impacts si on pense à l'immunologie. Penser l'immunologie que comme une guerre contre un virus ou une bactérie. Donc on cherche des médicaments, on développe des programmes de vaccination obligatoires pour tout le monde avec cette idée qu'il faut qu'on se batte contre des virus. Donc du coup, ça a aussi des conséquences sur la manière dont on conçoit les politiques publiques dans ce cas-là. Oui, juste sur l'importance des langues, une conférence au musée national d'histoire naturelle d'une paléontologue et qui disait que par exemple, un Américain, un Australien, un Chinois ou un Français, dans l'analyse d'un ossement, ne dira pas la même chose. Et donc d'avoir plusieurs langues sur un même objet scientifique, c'est terriblement important parce qu'avec une seule langue, on n'a qu'une partie de la réalité observée. Vous avez des exemples de mots De mots, non, parce que je ne suis pas paléontologue. Ah, c'est intéressant. Non, mais c'est juste pour dire l'importance d'avoir une diversité de langues pour analyser un même objet. Il faudra ça vient donc d'avoir plusieurs champs de métaphores pour décrire un fusil. Tu entendais Non, si vous dites en fait que le mot même d'immunité est déjà une métaphore en soi. Et là, on parlait des langues, de la manière dont quand on intègre l'anglais au français, on perd en précision. C'est exactement le champ du sujet même de votre conférence, finalement. En se limitant à une métaphore, une certaine métaphore, on va perdre en précision dans la description du phénomène. Donc ce que vous cherchez, c'est savoir, est-ce que c'est de changer de métaphore ou c'est de collectionner en fait les métaphores pour décrire un phénomène ou en parler? Moi, mon point de vue, c'est vraiment de diversifier les métaphores, d'avoir une collection, parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on pourrait arriver à communiquer, à parler sans métaphore. Je ne pense pas que c'est possible. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'écrire un texte de présentation et c'est pas possible. Donc,
Pour moi, c'est plutôt d'avoir la diversité des métaphores qui est importante. Et du coup, si c'est possible, la diversité des langues. Donc pour les plus jeunes ici, je vous insiste à prendre plein de langues, ça aide à penser différemment aussi. Il y a ce problème des langues différentes, mais à l'intérieur d'une même langue, il y a des... Alors, bon, le truc connu des niveaux de langue soutenus, etc. Mais dans le domaine qui nous occupe, je pense que dans chaque discipline a son vocabulaire, avec des mots qui ont une signification précise, où les spécialistes se comprennent entre eux. Souvent, ce vocabulaire est issu du langage courant, mais on lui a donné une signification particulière. Et quand le scientifique va faire de la vulgarisation grand public, il va employer ce vocabulaire, et l'auditeur risque de le reprendre dans un sens qui n'est pas forcément le sens scientifique précis que la discipline lui a donné. Alors, je pense à un exemple qui vient de la physique. Le mot onde, au départ, c'était un terme poétique. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Qui est devenu chez les physiciens quelque chose de précis, une grandeur qui varie dans le temps et dans l'espace, suivant certaines lois. Et après, on l'a balancé dans le grand public, et là, ça prend n'importe quelle signification, c'est le grand n'importe quoi. Il y a des ondes partout, les ondes, chacun dégage des ondes positives ou négatives, etc. Donc, le problème de la vulgarisation est complexe. Je ne sais pas si je dirais que c'est un problème, dans le sens que les mots peuvent être utilisés par plein de champs différents et avoir des définitions différentes. Je ne pense pas que ce soit un problème en soi si les gens se comprennent et qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est pas un problème pour les scientifiques. Même pour les gens, s'ils veulent parler de ton, moi, j'ai pas une position très rigoriste là-dessus, mais... Ils peuvent comprendre totalement de travers ce que le scientifique a voulu dire. Oui, mais j'insisterai, c'est que c'est vrai pour certains mots en sciences, mais il y a aussi des mots en sciences qui sont très flous, donc on n'a pas une définition si précise. Donc après, du coup, quand on le balance dans le champ public, ce flou existe aussi. Donc il y a des mots dont on a des définitions plus ou moins précises. Je crois, Jeanne, tu veux dire quelque chose? Je me demandais si tu avais une idée de l'existence d'un impact. Enfin, est-ce que le genre a un impact sur le choix des métaphores qu'on a commencé à prendre? Est-ce que tu l'as remarqué ou est-ce que tu l'as déjà mesuré? Il y a le genre, il y a quelle tendance politique tu peux avoir, il y a ton origine socioculturelle comme on discutait avant. Donc oui, on voit des différences. Et d'ailleurs, à ce workshop, on avait essayé de discuter en linguistique comment on peut essayer de faire des mots sans genre. Donc je ne sais pas, mettre à la fois le féminin et le masculin ensemble avec un tiret, un slash. Et du coup, ce que je trouvais intéressant par rapport à cette recherche sur les mots et le genre, c'était que ça m'avait donné une idée on pourrait, à la manière de la première expérience dont j'ai montré la première slide, écrire des textes aussi où on pourrait faire coexister plusieurs métaphores ensemble pour essayer d'élargir la manière de notre texte en lui-même, c'est-à-dire pas obligé de l'écrire avec une seule métaphore, mais avec plusieurs métaphores qui cohabiteraient. Donc, ouais, le genre a une influence. Je ne sais pas, un exemple ici. Ce qui est assez intéressant, c'est au Japon, ils n'utilisent pas de métaphore ni de comparaison, mais ils utilisent plutôt des onomatopées pour décrire les événements, par exemple, quelque chose qui attaque, ils vont dire pika pika comme un pic. Est-ce que vous entendez expliquer? Donc c'est assez marrant, cette approche. Au Japon, ce qui est assez intéressant, c'est que les métaphores, ils n'utilisent pas beaucoup les métaphores ni les comparaisons, mais ils utilisent plutôt les onomatopées. Par exemple, quand quelque chose attaque, ils utilisent pika pika par exemple, comme quelque chose qui piquait quelqu'un, ou des choses du genre. Ça n'a pas de sens? Non, ça n'a pas de sens. C'est juste une onomatopée, mais qui s'utilise de façon courante. Alors toujours sur ce qu'on disait avec le Japon, le genre, vous essayez de faire coexister des mots dans masculin et féminin. En japonais, c'est pas un problème, il n'y a aucun genre.
Ça n'existe pas, il y a juste il, elle, et à part ça, il n'y a ni genre ni nombre. Il, elle, c'est déjà un genre, non? Non, mais il y a juste les pronoms. Ah, il y a que les pronoms. Seuls les pronoms existent, il y a... Oui, mais alors en fait, moi je trouve ça super inspirant de penser à d'autres langues et tout, mais en pratique, on parle quand même notre langue au quotidien, donc on va pas. J'ai du mal à voir comment on va changer le français pour. Non, c'est pas ce que je disais, c'est juste que ça rattachait au fait que peut-être penser dans plusieurs langues différentes permettait de voir les choses de différentes façons. Oui, bah justement, il y avait cet exemple du croate qui, parce que dans la partie sur le genre, qui peuvent dire leilo en fonction de comment est le mot utilisé dans la phrase et à quelle place il est. Ils peuvent passer de Leila à Leilo. Au début, je leur disais non, on m'appelle Leila. En fait, c'est juste qu'ils changent la dernière lettre en fonction de comment utiliser le mot. Donc, je trouve ça aussi intéressant dans la manière de visualiser le genre. Je pense qu'on va conclure, puisque dans 5 minutes, il y a le spectacle qui recommence en salle du Seine, pour ceux qui n'auraient pas vu. Au théâtre, pardon. Je voulais vous remercier pour votre participation et vous remercier tous les gens qui ont participé au workshop que j'ai présenté. Merci à vous.